Salut à toi, je m'appelle Corentin et chaque année, je pars à l'aventure à travers l'Europe sur mon vélo. Je te propose de partager ce périple. Le plan est de partir tout d'abord de Paris, d'aller prendre de la hauteur dans les Alpes, puis d'aller au nord-est vers les forêts sauvages de Slovaquie. Ensuite, je vais redescendre jusqu'en Roumanie et enfin retourner vers l'ouest jusqu'en Italie le long de la mer Adriatique. Au programme, nous allons découvrir des paysages incroyables à travers ces 13 pays, rencontrer des gens super sympas tout au long du chemin. Je te montrerai aussi mon quotidien au niveau du bivouac, du matériel et aussi du choix de l'itinéraire. Tu verras aussi des galères et des belles surprises tout au long de cette aventure. Au niveau du matériel, tout d'abord, j'ai fixé à l'arrière du vélo 2 sacoches étanches de 20 litres chacune. À l'avant, j'ai mis un sac à dos de 50 litres. Pour dormir n'importe où, j'avais ma tente. Il faut toujours prendre une place en plus pour rentrer les affaires le soir. Mon duvet grand froid m'a été bien utile, notamment lors des nuits passées à plus de 2000 mètres d'altitude. Le pantalon de pluie et l'imperméable sont très importants pour rester au sec, de même que le protège-sac. J'avais pris mes chaussures de trail qui sont assez polyvalentes. Pour cuisiner, j'avais embarqué le réchaud, 2 bouteilles de butane et la popote. Pour boire, j'avais emmené 2 gourdes d'1,5 litre chacune et 2 petites d'1 litre. Le protège-téléphone était vital pour utiliser le GPS la nuit. La pompe était aussi importante, tout comme le cache-cou et les gants pour avoir bien chaud. Les lampes, dont une frontale, sont essentielles pour rouler la nuit et monter le campement de nuit. J'avais emmené mon drone, mais il y a eu un petit souci technique. Pour l'électricité, j'avais apporté un adaptateur à camping-car, une rallonge et une multiprise. Chaque appareil avait son chargeur. Il faut aussi emmener de quoi réparer comme les chambres à air, les câbles et les trousses à outils ou encore les plaquettes de frein. Pour les vêtements, il faut le strict nécessaire, par exemple, mon pull me servait d'oreiller. J'ai pris 3 tenues pour les soirs, en plus de ma tenue pour les journées. Pour l'énergie, j'avais emporté 5 batteries externes de 20 000 mAh chacune et une de 10 000 mAh. Bien sûr, j'avais emporté ma trousse de toilette qui servait aussi de trousse de secours. Enfin, pour la nourriture, j'avais prévu plusieurs plats déshydratés et je faisais environ les courses tous les 3 jours, pour ne pas traîner trop de poids. Les tendeurs me servaient à fixer les sacs et la tente sur le vélo. Enfin, pour le stockage, 2 petites clés USB pour le téléphone me permettent de le vider régulièrement. Du coup, là je suis à Paris, c'est le départ aujourd'hui, on est le 28 septembre 2022 et c'est parti pour 5 semaines de vélo de Paris jusqu'à Zagreb. Et la première étape c'est Dijon, après c'est Lausanne, et après c'est vous passer dans Liechtenstein, et Autriche, Slovénie et Croatie. Et après il y a le retour vers l'Italie, à travers les Alpes. Et voilà, c'est le départ de Paris. Bon ça va, là c'est pas hyper intensif, mais faut d'abord suivre la Seine et puis après faut couper et puis aller directement à Dijon. Pour planifier l'itinéraire, j'utilisais entre autres le réseau Eurovélo avec l'application GPS. Il y a 19 Eurovélos en Europe. La première Eurovélo que j'ai empruntée durant ce voyage est l'Eurovélo numéro 3, la Scandibérique qui va d'Espagne en Norvège. Lors de précédents voyages, j'avais déjà emprunté cet Eurovélo, donc c'est un vrai bonheur de rouler à nouveau sur cette piste. Pour établir l'itinéraire, j'utilisais l'application Eurovélo Meeting Point. Je complétais aussi avec l'application Komoot, notamment pour faire des détours par rapport à l'Eurovélo.
Cette application est très complète, on a beaucoup d'informations. Par exemple, on peut enregistrer les itinéraires, exporter les fichiers GPX pour mettre dans le GPS. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut voir aussi le dénivelé en temps réel. Enfin, pour trouver des supermarchés, des campings, des terrains de sport pour prendre des douches, ou même repérer une vue satellite pour trouver un petit coin sympa pour monter le bivouac le soir, j'utilise Maps. C'est ainsi que j'ai jonglé entre ces 3 applications qui m'étaient bien pratiques. Tout d'abord, j'ai quitté Paris direction la Suisse au sud-est. En partant, j'ai mis le cap plein sud en remontant la Seine jusqu'à Fontainebleau, la cité impériale. Cela m'a fait un petit quelque chose de quitter ma ville et toute cette routine. Mais en même temps, j'étais tellement content de partir à l'aventure dans l'inconnu et d'improviser tout au long du trajet, de découvrir de nouvelles expériences. J'ai commencé le cyclotourisme en 2018, donc c'est seulement mon 3e voyage en vélo sur plusieurs pays. J'ai jamais roulé autant sur autant de distance en si peu de temps. Les chemins du halage de la Seine étaient très bien adaptés au vélo, car on reste encore en agglomération, donc il y a beaucoup de passages et donc des pistes cyclables adaptées. L'Eurovélo 3 m'a permis de remonter la Seine et conduit au cœur de la mythique forêt de Fontainebleau de 25 000 hectares. Cette forêt, aussi grande que préservée, est vraiment très agréable quand on la traverse en vélo. La région, très boisée, offre de belles pistes cyclables bien reliées aux voies du halage le long de la Seine. À travers les rues pavées, devant le château, on remarque bien le caractère impérial de la ville de Fontainebleau. J'ai quitté l'Eurovélo 3 à l'embouchure entre la Seine et Loing. De là, j'ai continué toujours au sud-est, direction Nargis, où 2 amis m'ont hébergé. Bon, du coup, je viens de partir de Paris ce matin. Là, je suis bientôt arrivé près de Montargis. Je sais pas combien de kilomètres ça va faire, je vais voir ce soir. Ça fait presque ça fait 9h30 de vélo. Et il fait 11 degrés, il n'y a personne. C'est hyper calme. Mais je vais rejoindre 2 amis, Nolwenn et Fanny, et elles vont m'héberger pour ce soir. Et puis c'est trop cool de les revoir. Cette première journée à 115 km, avec ses 400 mètres de dénivelé positif, m'a donné un premier aperçu pour la suite du voyage. Ce n'est que le début. Du coup, je suis arrivé hier soir à Nargis, près de Montargis. Je suis pile arrivé pile quand il pleuvait. Du coup, je me suis dépêché et je suis arrivé chez Nolwenn et Fanny, ces 2 amies, et elles m'ont hébergé ici, dans la chambre d'amis. C'était trop bien. J'ai pris une bonne douche chaude, j'en avais vraiment besoin. Et je suis en compagnie de plein de petites plantes. Une bonne compagnie. Et il y en a partout. C'est le paradis. Elles sont trop belles. Et là, c'est une petite sœur. Les prochains jours étaient consacrés à la traversée de la Bourgogne. Rouler à travers ces collines et ces forêts magnifiques était un vrai plaisir. J'ai pu longer le canal de Bourgogne par les voies du halage au rythme des écluses et des péniches pour atteindre Dijon.
qui est trop cool sur les véloroutes, c'est que, comme ici, le canal de Bourgogne, c'est qu'il y a plein de trucs intéressants le long du chemin pour s'arrêter. Comme par exemple, il y a une petite ferme du hameau juste à côté, c'est indiqué par les panneaux à chaque intersection. Il y a plein de panneaux d'information comme ça, sur le long de la véloroute, avec des trucs explicatifs, plein d'indications sur les chambres d'hôtes, les zones de bivouac sauvages, les trucs à visiter, etc. Et en plus, c'est quasiment tout plat et il n'y a pas de voiture, donc c'est vraiment adapté. J'adore être dehors avec le strict nécessaire sur soi. Tous nos sens s'aiguisent au fur et à mesure que les jours s'enchaînent. Tous nos soucis superficiels se volatilisent emportés par le vent. Le seul objectif du moment, c'est de continuer d'avancer en profitant au maximum. Voyager en vélo incarne vraiment une certaine liberté. On va où on veut, sans avoir à se soucier si on a assez de carburant. Tu es ton propre moteur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le vélo permet de se libérer de pas mal de contraintes. Le monde s'ouvre sur nous, particulièrement quand tu voyages à vélo. Tu acquiers une certaine autonomie car tu ne dépends pas de grands groupes pétroliers pour le carburant, ni de réparateurs d'électronique et autres composants compliqués à réparer soi-même. Faire du vélo donne une belle vue sur le monde, cela passe par ton propre pouvoir, ta propre volonté. Tu es le seul à décider où aller quand tu veux, et cela ouvre de nouvelles possibilités, d'opportunités, d'aventures et d'expériences. Suivre les cours d'eau permet de gagner du temps, car même si à chaque écluse, quand on remonte une rivière, on grimpe de quelques mètres, dans l'ensemble, il y a peu de dénivelé. Les cours d'eau, rivières et plus particulièrement les canaux sont en ligne droite, ce qui évite de faire des détours. En plus, c'est très sympa de rouler le long des rivières. Voyager à vélo comporte de nombreux avantages. Par exemple, au niveau du budget, c'est très économique car on dépend de peu de choses et de peu de personnes. On est dans une logique d'autosuffisance, même si on ne l'a que très rarement à 100%. Dans les coûts au quotidien, il fallait penser à faire les courses environ pour 2-3 jours, et sinon le matin, après avoir démonté mon bivouac et repris la route, j'aimais bien, lorsque c'était possible, passer en boulangerie pour prendre un petit sandwich végétarien bien sûr, pour le midi. Pour l'hébergement, j'ai fait 18 bivouacs en pleine nature, 5 campings et 8 nuits chez l'habitant, notamment avec l'application Couchsurfing, on en reparlera plus tard. Les bivouacs étaient vraiment pratiques car je pouvais dormir n'importe où avec ma tente à n'importe quelle heure. Que ce soit à la plage, à la forêt, en plein champ ou même dans l'école à plus de 1000 mètres d'altitude. Le cadre était à chaque fois super cool. Les campings étaient appréciables pour leur confort, comme pouvoir prendre une douche chaude le soir, pouvoir faire sa lessive et sa vaisselle juste à côté de la tente. En moyenne, sur les 13 pays traversés, la nuit était environ à 5 à 7 €. En Allemagne, le long des cours d'eau, on trouve les canoë clubs à 2 € pour les cyclistes et les canoïstes. L'enchaînement des journées pluvieuses a eu raison de ma cape de pluie. Je l'avais prise pour ne pas trop transpirer, mais au-delà de 5 heures de pluie d'affilée, trempé, j'ai réussi à trouver un magasin de vélo le long du canal et j'ai pris un imperméable pour être bien au sec. Alors, du coup, je suis toujours en Bourgogne et puis j'ai fait plein de collines ce matin, j'avançais pas beaucoup, puis j'étais vraiment trempé.
Et me suis arrêté près de ce petit magasin. Et j'ai failli passer à côté. À Vanneray-les-Laumes, ça s'appelle. Et puis j'ai acheté ce petit manteau hyper étanche et pour être bien. Et puis ce petit ras du corps pour être sec parce que j'étais vraiment trempé, je commençais à prendre à la crève. Et sinon il m'a regonflé gratuitement les pneus douces que j'étais à 2,7 et puis j'ai fait le vrai fouet à 4,5 bar. Et puis j'ai acheté un petit imperméabilisant, la Datata pour les petites valves avec grosses valves. Et bien sûr des gants hyper étanches parce que j'avais des mains trempées. Et en plus c'est tactile parce que les miens ils n'étaient pas tactiles du coup. Enfin, donc voilà, là je suis bien équipé. C'est impressionnant. Non, c'est vrai. Je sais pas, j'ai essayé. Non mais c'est bon, J'ai labouré le terrain avec toute la terre, c'est pas des pneus à crampons, du coup ça va bien récolter tout. Donc c'est pareil derrière. Donc ouais, c'est la cata. Et du coup quand on voyage à vélo, c'est super important de bien combler ses besoins nutritionnels. Par exemple mes hôtes, ils m'ont offert des lentilles germées ici, qui sont super riches en nutriments, notamment pour le corps, ça va bien résister au froid. Et par exemple, il y a 30% de protéines, il y a 25 mg de calcium, 3 mg de fer. Donc c'est vraiment très très bien parce qu'en fait, quand elles sont germées à ce stade-là, c'est super disponible pour le corps. Le corps, il a moins d'efforts à faire pour le digérer et en même temps pas mal de nutriments qui sont très disponibles pour l'assimilation. Et en fait, comme le fer, il faut bien l'assimiler, ça marche toujours avec les vitamines C. Donc là, c'est des compléments alimentaires que j'ai emmenés de Paris. Et là, c'est la vitamine C avec la Nutrilite. Donc ça, il faut en prendre le matin. C'est pas des médicaments, c'est juste des compléments alimentaires en plus que l'alimentation. Là, il y a le quotidien. Et il y a aussi cette vitamine C qui est super riche. Donc voilà. Et après, il y a une petite barre aussi pour l'énergie. Et là, c'est de l'huile de massage parce que mon genou, j'ai un peu trop forcé hier. Mais bon, ça va se guérir. Et voilà. L'avantage d'amener la tente sur le vélo, c'est qu'on peut monter le bivouac où on veut et quand on veut. Souvent, je finissais vers 19h ou 20h de pédaler et je pouvais monter le bivouac soit en forêt, sur la plage, dans l'école, dans les montagnes. C'était très pratique. Chaque jour, je pédalais de 8h à 18h. Donc à la fin de la journée, il fallait bien récupérer l'énergie dépensée. Souvent, j'associais lipides, glucides, protides afin de bien récupérer. Pour bien assimiler les protéines, j'associais tout le temps des féculents ou des céréales. Et sinon, je mettais une petite sauce pour donner un peu plus de goût et de consistance. Bon bah là du coup j'arrive à Dijon et ils font une bonne bidirectionnelle en pied cyclable, c'est impeccable, bien séparé des voitures. Et surtout il n'y a pas de bordure, genre à Paris mais des bordures partout, genre là, toc c'est tout lisse, impeccable. Bon il y a encore des piétons dessus mais...
Mais sinon c'est nickel, hein. Franchement, faudrait faire ça à Paris aussi. Du coup là j'ai quitté Dijon tout à l'heure et puis je vais vers Saint-Jean-de-Lône. Là il y a un super soleil, il vient de pleuvoir. Et là il y a un arc-en-ciel énorme avec mon petit vélo ici. Là, je suis en forêt, près de Besançon. Il y a plein de bois. C'est un truc genre déforestation, quoi. Et ceux qui sont encore en place, ils ont plein de branches cassées. Mais ouais, ça en fait d'empreinte carbone, plein de carbone stocké là-dedans. Donc, j'espère qu'ils vont être replantés après parce que c'est quand même de sacrées souches. Et là, ça c'est les chasseurs, on dirait. Oh bah c'est sûr, faire mettre des chaînes comme ça et tout. Ils s'accaparent la forêt, puis là il y a un panneau marqué tir en cours tous les jours. Genre en mode dégagez, c'est pas chez vous, quoi. Donc voilà, un gros détour encore à faire, ou alors je sais pas si je tente quand même. Hein. Mais là les côtés ils sont aussi enchaînés. Donc les chasseurs sont embêtants. Bah du coup c'est la petite récompense parce que là je sors de la zone des chasseurs, c'était dans la forêt là-dedans là. Enfin la zone, ils sont pris toute la forêt carrément. Mais ouais, ça canardait de tous les côtés. Traverser les campagnes permet de rencontrer plein d'animaux. Lorsqu'on est en face d'eux, on remarque bien que ce sont des êtres sensibles, aussi curieux qu'attachants. Les vaches avaient l'air tellement intriguées de me voir passer devant elles sur ce drôle de véhicule qu'était mon vélo avec tous ses bagages. Dans leur enclos, elles avaient l'air de tellement s'ennuyer à rester là au même endroit toute la nuit. Quand je passe devant des animaux enfermés, j'essaie de m'arrêter pour, à ma petite échelle, essayer de rompre leur ennui et d'échanger de bonne énergie. Du coup, j'ai trouvé un troupeau de vaches. Puis je leur donnais un peu à manger. Puis là, je pense qu'elles n'ont jamais vu de vélo. Du coup, elles sont un peu intriguées. Ouais, elles savent pas si ça se mange ou quoi. Mais non, mais elles sont sympas. Hein. Elles sont tellement inoffensives et puis et très curieuses. Celle-là, c'est fait des colorations, même les deux là. Elles sont fait des couleurs. Je crois qu'elles savent pas ce que c'est un rétro. Ah, elles sont curieuses. On fait des rencontres dans les montagnes. Je rentrais petit à petit dans le Jura, le dénivelé commençait à s'accentuer et pour mon avant-dernière nuit en France, je suis allé voir des amis aux alentours de Besançon. Quelques soucis, en fait, je sais pas ce qu'il y avait dans l'eau, je fais super attention, en plus ça va être... Mais c'était aussi pour les rats, hein, le coup, honnêtement, parce qu'on avait au large, là, ça a l'air... Et voilà. Elles sont un peu rues. Les poules, ils sont heureuses, le coq, c'est pas trop, il reste en retrait. Oh bah oui, c'est un gros pépère. Hein.
Ah bah là, elles sont bien ici. Elles ont commencé à développer leur pelage. Elles tirent sa patte. Elles ont quel âge? Elles vont avoir 2 ans au mois de février. C'est cool. Donc c'est celle qui avait le plâtre à la patte arrière droite. Ah, celle. Celle, c'est Mimi. Et elles commencent à avoir leur pelage d'hiver, donc c'est des boulettes. Trop cool. Ouais. Elle est devenue très. Elle fait beaucoup de vocalises et elle est assez affectueuse dans un certain sens. It's like we don't keep it nice, we don't keep a fuzzy memory dying over again. It's like we don't keep it nice, we don't keep a fuzzy memory dying over again. It's like we don't keep it nice, we don't keep a fuzzy memory dying over again. It's like we don't keep it nice, we don't keep a fuzzy. Les paysages et la végétation commençaient à changer. Je passais de la flore des plaines à la flore des montagnes. Je me rapprochais de la frontière et le relief s'accentuait. You gave a fuzzy memory dying over again. Là, j'arrive à Pontarlier. C'est la dernière grande ville française avant la frontière. Donc voilà, Pontarlier. Et après, je vais à Jougle. Et après, c'est Lausanne, la Suisse. Le massif du Jura est une chaîne de montagnes entre la France et la Suisse. Jura vient du gaulois juris qui signifie forêt de montagne. Constituée de hauts plateaux et de plis resserrés, cette chaîne est caractérisée par une forme de croissant qui s'étend sur plus de 360 km entre Dielsdorf et Vorey, suivant la courbe de l'arc alpin. Le point culminant se situe à 1720 mètres d'altitude au sommet de la crête de la neige. Du coup, il est 19h10, je suis dans le Haut-Jura près de Jougne. Et je crois que j'ai trouvé mon petit spot ce soir pour dormir. Il y a un petit ruisseau ici. Là, c'est le vélo. Et là, il y a un lac juste ici. Il y avait un héron quand je suis arrivé tout à l'heure. Et puis là, il y a la petite vallée. Le département français du Jura compte 4 réserves naturelles. D'ouest en est, les espaces variés s'étagent petit à petit comme un escalier. En vélo, on s'en rend bien compte. De la plaine de l'Oise aux montagnes du Jura, en passant par le pays des lacs et de la petite montagne, les paysages sont très variés. Le Jura comporte de grands itinéraires de randonnée franco-suisse ainsi qu'un réseau cyclable bien connecté. Ce territoire est bien préservé et les forêts sont magnifiques. Et en plus, il y a vraiment plein de spots intéressants pour bivouaquer tranquillement. Ce matin j'ai passé la frontière suisse, c'était juste là-bas. Et puis là je vais aller à Beleg, Orbe et jusqu'à Lausanne. Et après je rejoins une Eurovélo, la 15. Ça va jusqu'au Liechtenstein. Et voilà. Et en Suisse il y a plein de panneaux trop cool pour les vélos. Par exemple, ici c'est vraiment interdit aux voitures et tout ce qui est un peu motobilette et compagnie. Et c'est vraiment pour les vélos. Donc c'est vraiment trop cool, il en faudrait partout. Il y a un aigle qui est juste là. Et genre il m'est passé dessus mais genre à genre 5 mètres quoi. C'était, il me suivait, j'avançais en vélo tranquille et puis il était au-dessus de moi. Peut-être qu'il croit que je vais lui passer des petits gâteaux.
Ah, c'est grand, c'est un aigle royal, je pense. Hein. Il fait au moins 1,50 m de diamètre, ou... enfin d'envergure. Mais là, il doit être en train de chasser. Et le Mont Blanc. C'est vrai que la montagne, c'est super joli, même au mois d'octobre, parce qu'il y a toujours les vaches qui ont leur cloche, les aigles, les marmottes. Et moi tout à l'heure j'étais tout en haut, tout là-bas. Faire du vélo en Suisse est vraiment très agréable. La plupart des itinéraires sont bien balisés et passent par des endroits incroyables. Les Eurovélos reprennent en partie ce réseau suisse bien efficace. Voyager en vélo permet de profiter pleinement de l'aventure et de se sentir indépendant et libre à la découverte de notre beau continent. Là du coup je suis en train de descendre tout le massif du Jura. C'est des pentes mais vraiment de ouf. Et là je rejoins la plaine et après ça va au lac de Lausanne. Donc voilà. Et en Suisse il y a des fontaines partout comme ça. Et normalement tout est potable s'il n'y a pas de panneau qui dit que ça ne l'est pas. Donc c'est le moment de faire le plein. Là j'ai une petite gourde. Toc. Et ça c'est l'eau des glaciers, l'eau des fleuves sauvages, enfin, c'est trop cool. Ça gaze. Ouais, ça gaze. Toujours le Mont Blanc en face. Hein. Bon bah là je suis sur le point d'arriver à Lausanne, mais c'est un peu la misère parce que mon cap de vitesse, pas le cap de frein mais vraiment de vitesse, il vient de la lâcher. Tout est relâché comme ça. Là c'est les vitesses, du coup bah bien sûr il s'est bloqué sur la plus dure. Du coup bah c'est impossible d'avancer, enfin vu les côtes, il y a plein de côtes et tout, enfin c'est un truc montagne russe ici en plus. Donc bah là il faut que je finisse Lausanne à pied, mais normalement pour 2 heures quoi. Après une semaine à pédaler, j'arrivais à Lausanne, accueilli par le magnifique lac Léman. Il est d'origine glaciaire et est situé en France et en Suisse. Par sa superficie, c'est le plus grand lac alpin et subalpin d'Europe. Le lac, d'une longueur d'environ 73 km et d'une largeur maximale inférieure à 14 km, est en forme de croissant d'est en ouest. Il est surtout alimenté par le Rhône, fleuve franco-suisse qui coule d'est en ouest et qui constitue les 3/4 des apports. Arrivé pile au moment du coucher de soleil, j'ai pu faire la connaissance d'un autre cyclotouriste, Carlos. Après une douche rapide, nous avons pu monter le campement dans un parc de la ville. Il y avait toute la journée du lendemain pour profiter de la ville et du lac.
Falaise, tout voit tout. Tu veux rester à l'ombre ou au soleil? Soleil, ça va bien. Je me dirigeais vers l'est en longeant le lac sur 30 km afin de rejoindre l'embouchure du Rhône dans le lac Léman et de rejoindre la vallée du Rhône en Suisse pour remonter ce dernier jusqu'à son glacier. Donc là, c'est un hôtel 5 étoiles. Qu'est-ce que s'est passé ici? Il y a beaucoup d'hôtels. Et du coup à Lausanne, il y a plein de rues un peu plantées comme ça. Et là, ils mettent carrément les petits bancs incrustés dans les bacs. C'est impeccable. Là, ils ont carrément cassé la rue pour tout planter. Ça, c'est du bon gazon, ça. Après avoir fait un petit tour à Lausanne, je longeais la rive nord du lac Léman au pied du Mont Blanc. Direction Planiste. Évidemment, je n'ai pas résisté à piquer une tête. Attends, je te filme de nouveau. Attends. La Suisse. Du Gesso, elle est partie dans le plus tard l'été, donc on va voir son contenu. Il faut se venir vite avant que ça choisit. Voyager à vélo permet de prendre le temps. Le temps de profiter de chaque instant présent tout au long du chemin et pas seulement à l'arrivée. J'ai pu rencontrer des personnes incroyables, dont certaines avec qui je suis resté en contact. À présent, pour moi, il est temps de remonter le Rhône jusqu'à son glacier et de franchir l'école à travers les Alpes. J'ai pu passer par la rive nord du lac Léman, exposée plein sud. Il s'agit de la région de Lavaux, qui est une région viticole entre Lausanne et Ververs. Cette région est constituée de vignes qui sont perchées au-dessus du lac Léman, ce qui offre un paysage vraiment spectaculaire classé à l'UNESCO. Pour beaucoup de Lausannois, cette région est très connue pour venir et y faire de belles balades, offrant des vues exceptionnelles sur le lac Léman et les Alpes. Voyager à vélo comporte de nombreux avantages. Il permet de transporter tous les bagages et en rien sur le dos. On peut emprunter les grandes routes comme les tout petits sentiers. On peut se garer simplement à côté d'un café, en haut d'une montagne, sur la plage pour faire une pause ou tout simplement admirer des paysages magnifiques comme ici, sur les rives du lac Léman. C'est juste une façon très flexible de voyager. Sortir de son confort permet de s'améliorer, de prendre sur soi lors de la difficulté, comme gravir les collines ou des cols à 30 ou 40 degrés ou par des températures négatives, ce qui est vraiment important pour continuer d'avancer. Voyager à vélo permet d'aller au-delà du côté superficiel du tourisme, car on prend le temps. Après avoir gravi la colline, la vue spectaculaire en haut, comme ici, avec les coteaux perchés au-dessus du lac Léman, constitue une sacrée récompense.
Moi du coup c'est bon, je suis dans un petit camping près de Aigle, donc j'ai quitté le lac Léman et puis du coup là je vais commencer à remonter le Rhône jusqu'à Andermatt, le terminus de cet Eurovélo 17. C'est vers une 2500 mètres d'altitude, du coup là c'est que le début, ça va monter. Et sinon je me fais un petit repas ce soir, un peu amélioré, pour prendre des forces. C'est le petit hamburger végé, un cacahuète bien sûr, et puis une petite tarte aux pommes. Et sinon là j'ai en train de charger, là c'est mon petit SEM, je suis trop content parce que j'avais acheté une prise à camping-car et là j'ai une rallonge de 10 mètres que j'ai mis à côté de la tente dans cette prise. Là il y a une petite prise et du coup je peux charger à la fois mon téléphone, donc là je filme avec, du coup bah, vous ne voyez pas mais il charge, et 2 batteries externes, donc chacune 20 000 ampères, et puis j'ai encore d'autres batteries externes, du coup là je suis bien autonome. Donc voilà, équipé pour remonter tout le Rhône. Donc là, je traverse le Rhône. Là, c'est le Rhône ici. Là, en gros, je viens de par là. Là, c'est le lac Léman au fond. Et là, c'est direction Andermatt. Le nom du Rhône est apparu pour la première fois dans la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ sous la forme latinisée Rhodanus, qui serait une combinaison des mots celtiques Rhode, rivière, et Danu, hardi, fier. J'ai pu passer à côté du Valais. La vallée du Rhône est inspiré le nom du canton de Valais, Valais ayant pour origine le nom latin Valensens, habitant de la vallée. Et là, c'est la vallée du Rhône. Et c'est super joli, il y a plein de chevaux. Ils ont l'air sympas. Lui, il est trop beau en plus, il est couleur caramel. Super beau. Je vois, il va un petit peu d'herbe. Là, c'est comme des tondeuses. C'est pire que des tondeuses, ça tombe tout. Le gazon, il est rasé là. Plus de gazon. Il y a ses potes qui arrivent. Il y a de la concurrence. C'est la bagarre. Oh là là. Ah mais il y a un combat de chevaux quoi. C'est pas gentil ça. Tempête. Ici tempête. Ah oui, il marche à la bouffe. Hein. Attends, toi tu vas là-bas. Et toi tu vas ici. Voilà. Ils ont la dalle, c'est chou. Il n'y a plus rien à bouffer. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah bah ça veut grailler. C'est Bambi. Il y a petit Bambi. Ah bah elles ont la dalle. Y'a pas un... On dirait un bouquetin, genre... hyper poilu. Elle c'est une vraie chèvre, mais lui c'est un bouquetin quoi. Et là, il y a des montagnes enneigées là-bas.
Donc alors, là c'est encore le Rhône. Là il y a encore des montagnes. Et là c'est les monts enneigés. C'est super haut. Plus j'avançais et plus la vallée se resserrait, devenait de plus en plus étroite et se refermait sur une route devenant un petit sentier. La vallée s'assombrissait et changeait de visage. Les vastes coteaux ensoleillés en aval laissaient place à des flancs de montagnes de plus en plus rocheux. Les pentes s'accentuaient, les arbres devenaient de plus en plus petits et de plus en plus rares. Le Rhône rétrécissait au fur et à mesure que je le remontais pour me rapprocher de sa source, son glacier. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la vallée, j'étais de plus en plus seul. Les paysages devenaient de plus en plus sauvages. Cette grandeur de la nature me donnait la motivation pour franchir col après col et découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté. Dans ce genre de voyage, il faut savoir saisir chaque opportunité, s'ouvrir à l'impossible. Parfois, notre perception, nos croyances, nos opinions arrêtées sur différents sujets nous font passer tout droit. Il est primordial de se voir dans ses possibilités plutôt que dans ses limites. Si notre intention est suffisamment forte, les conditions défavorables ne pourront pas te décourager. Si on le veut vraiment, on trouve le temps et l'énergie pour continuer d'avancer et d'accomplir ce qui nous passionne. Chacun est le propre acteur de sa vie où il tient le rôle principal. Il n'y a plus rien à attendre, juste à se mettre en mouvement, avancer, profiter et se sentir tellement vivant. Comme je voyageais assez tard dans la saison, il n'y avait plus grand monde sur le passage par lequel je me dirigeais pour franchir l'école. Les villages devenaient de plus en plus rares et j'étais vraiment tout seul sur ce chemin. Je me rendais bien compte que je ne pouvais compter plus que sur moi-même. J'allais traverser la Fourcapasse au beau milieu des Alpes. Je suis allé dans un des derniers villages avant le col de la Fourca pour faire l'ultime ravitaillement avant de passer le col. Ah, du coup là je suis bientôt arrivé à Elvis parce que c'est la moitié entre Martigny et puis Andermatt, tout à la fin de l'Eurovélo 17. Et là, à partir de là je suis près de Leuc et ça commence à parler allemand parce que là il faut vraiment se débrouiller en allemand. Parce qu'il parle plus du tout français, tout est marqué en allemand maintenant. C'est Fred Houston. Et là je ressors d'une boulangerie. Et faut vraiment pas hésiter à demander à remplir les gourdes et puis acheter à manger pour demain, ce soir et demain midi. Mais voilà, ça commence à bien parler allemand. Donc l'allemand ça va revenir. Donc là hier je me suis installé dans cette petite micro-forêt là. Et là je suis en train de défaire la tente, les bagages. Et puis en fait il y a plein de moutons et de chèvres juste à côté. Mais le paysan du coin en fait il est en train d'installer une barrière tout autour. Il arrive avec son tracteur tout à l'heure. Et en gros il m'a encerclé. Il y a une barrière qui fait tout le tour du truc depuis ce matin. Enfin du coup il faut que j'essaie de le choper pour savoir où je peux partir parce que sinon ça va être embêtant. Là il est trop gentil, il m'a laissé une petite sortie là. Et là il s'en va avec son petit tracteur. I couldn't give you a warning, but I felt it all over me. I hope you come where I'm going. Du coup là je suis à Brighton, je suis à plus qu'à 70 km de Andermatt, du coup c'est à toute fin. Et il y a des super belles maisons, des artipuches avec des petites fleurs et tout. Donc ça c'est vraiment campagnard là, à montagnard. Et il y a surtout des lave-vélos.
C'est super cool ça. Swimming through stars, maybe that's alright. Là il y a le Rhône. Allô. Et là, links, à gauche, le Rhône. Et la rechts, à droite. Und jetzt, das ist geradeaus. Tout droit. On va monter cette montagne. Every single way I'm feeling ain't no other way. Donc voilà à quoi ressemble le Rhône, près de Brighton, à 70 km d'Andermatt. Fourca, c'est les grands sommets, c'est à 20 km. Et le Rhône il est tout en bas de la vallée là. Là on est environ à 1300 mètres d'altitude. Donc là ça c'est un petit plat, mais tout à l'heure ça montait tellement. Et là c'est la petite ville de Münster. C'est près de Andermatt. Pas loin. Il y a juste ce col là qu'il faudra franchir, ce col là, mais ça c'est pour après. Là, c'est Niederwald. En allemand, ça veut dire à côté de la forêt. C'est un petit village qui a l'air très sympathique. Die Kirche, c'est l'église. Et puis ouais, tout est en bois ici. Et voilà, la route continue. Alors du coup je suis bientôt arrivé à Obergams et puis il a fait que de pleuvoir tout le chemin. Et je sais pas si vous entendez le bruit de ça. C'est vraiment impressionnant, ça fait vraiment mal à la tête. Et là du coup là, le Obergams c'est au pied de cette montagne là, tout là-bas. Et là il faudra monter ça. Là ça c'est le glacier du Rhône. Juste dans le nuage là où on voit un peu genre là. Et voilà. Et après c'est Andermatt, puis voilà. Là, c'est vraiment une route qui monte. Et j'ai les jambes en feu. C'est bon, voici le premier panneau Andermatt. C'est le terminus de l'Eurovélo 17, donc la une en Suisse. Et là, ça va commencer à monter. Là ça va, le col de la Fourca il est ouvert. Il y aura des pentes de quasiment 7%. Donc c'est le début. Du coup là ça commence à grosse montée des Alpes là, avec toutes les montées. Et là je suis à presque 200 mètres d'altitude et là ça va faire que monter encore. Et c'est quand même une route à vélo. Donc ça monte et ça monte.
Et ben là, ça monte dur. Là c'est dur, je dois être à 1700 mètres d'altitude, mais c'est trop beau. Ça grimpe vraiment beaucoup. Là c'est presque arrivé à l'étage alpin où il n'y a plus beaucoup d'arbres carrément. Mais je sais pas où je vais dormir ce soir, mais je continue jusqu'à 19h20, 30. Et après, ça c'est une bonne nuit bien fraîche. Là je suis à 1700 mètres d'altitude et puis à quelques virages du glacier du début du Rhône, des sources. Et là j'ai trouvé le petit bivouac. Après c'est le long de la route parce que je n'ai pas trouvé d'autre part. Parce que en fait je pensais aller chez les habitants mais il n'y a vraiment personne, il n'y a plus de maison à cette altitude là. Il y a même les arbres, ils commencent à disparaître, ça commence à être vraiment des cailloux. Et donc ouais, je suis sur le bord de la route, j'ai bien attaché le vélo ici. Bon, je sais pas si vous voyez, sur un arbre assez gros. Et puis voilà, demain c'est vers le glacier du Rhône et puis après arrivant de Bamach je pense vers midi. Et après c'est parti pour Liechtenstein.